Ce webinaire consacré à la fiscalité. Je m'appelle Karine Delamuller, retenez mon prénom Karine, je suis podologue et ingénieure pédagogique au CHEM. Je suis ravie d'être votre animatrice pour cette soirée webinaire consacrée à la fiscalité. Alors dit comme ça, c'est pas très sexy, mais dans les mots et les explications de Myriam, vous allez le voir, c'est magique. Bonjour Myriam Landry et bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Karine et bonjour à tous. Oui, je suis Myriam, donc chef de mission en cabinet d'expertise comptable et spécialisée plus particulièrement dans les professions libérales. Donc, je travaille chez KPOS Conseil depuis 2006 et donc j'accompagne les professionnels libéraux dans toutes les étapes, la création comme l'accompagnement, comme la cession et jusqu'à la retraite. Au sein de notre cabinet d'expertise comptable, donc situé principalement en Bretagne et à Nantes. Au fur et à mesure, on a développé un certain nombre de sites. On n'est pas, Karine et les Finistériens, encore arrivés à Brest, mais on voit sur la carte qu'on avance. Et puis, il faut savoir aussi qu'on propose également des accompagnements à distance. Merci Voilà. Myriam. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, en fait, ce webinaire, il vous est présenté par le CHEM. Le CHEM, c'est un acronyme pour le Collège des hautes études en médecine. On est une association qui a été fondée en 1988 par des médecins généralistes qui souhaitaient se proposer de la formation continue entre eux. Et puis, au fur et à mesure, les médecins ont été accompagnés des pharmaciens, des IDE, des kinés, des podos, des sages-femmes, des orthophonistes, des psychologues, des orthoptistes. Bon, j'en oublie. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de vous proposer plusieurs types de formats pour vous former au quotidien et vous suivre dans votre vie de libéraux. Donc aujourd'hui, cette thématique de la fiscalité pour nous, les professionnels de santé, ça tombait sous le sens. On propose différents types de formats en présentiel, ici aujourd'hui des webinaires, des classes virtuelles, mais aussi des e-learning. J'espère que vous êtes prêts pour que ce soit le plus interactif possible. On vous a préparé quelques petites questions avec Myriam. Vous le verrez au fur et à mesure. Il y a des petits sondages qui vont apparaître. Vous allez pouvoir jouer avec nous. Et pour que ça reste le plus interactif possible, je vous ai mis la possibilité de poser des questions. Donc, vous avez simplement à cliquer sur questions. Je vous ai posé 2-3 petits messages depuis tout à l'heure. N'hésitez pas à les poser dans la question. Ça veut dire, quand je les vois, généralement, je sais à peu près à quel moment vont intervenir, par exemple, des questions un peu précises par rapport au topo de Myriam. Je vais essayer de les poser au fur et à mesure à Myriam à chacune des séquences. Vous allez voir, ça va aller assez vite. 1 heure, 1h30, c'est rien. Donc, n'hésitez pas à être le plus généreux dans vos questions parce que derrière Myriam, elle saura vous répondre. Ne restez pas avec quelque chose qui ne serait pas au clair. Le but aujourd'hui, vous avez ce chat interactif, donc bien l'onglet questions, et je serai là pour vous accompagner tout au long. Je crois qu'on a dit tout. Il ne reste plus qu'à passer un bon moment dans les mots et les slides de Myriam. Moi, je vous dis à tout à l'heure, je vous suis par les questions. Myriam, c'est à toi. C'est parti. Eh bien, c'est vrai que je suis ravie de vos inscriptions à tous ce soir parce que en général, la fiscalité n'est pas toujours le sujet favori des professions libérales. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir répondre à une vraisemblablement attente de votre part. Donc, je vais essayer de vous répondre au mieux et j'ai axé ma présentation sur ce que j'estime les questions les plus courantes et pratico-pratiques que vous pouvez vous poser et celles qui vont concerner le plus de personnes dans tous vos métiers. Donc, aujourd'hui, notre objectif, la fiscalité BNC, le premier point pour moi, c'est de vous faire connaître les règles fiscales parce que pour pouvoir appliquer des règles, encore faut-il que vous en ayez connaissance. Et je suppose qu'aujourd'hui, votre inscription est motivée, pour un certain nombre en tout cas, par une question d'optimisation des charges déductibles pour faire des économies. Alors, pour ça, je vous ai mis un petit schéma en dessous pour vous rappeler. Donc, vous déterminez votre résultat fiscal BNC. Donc, c'est bien l'objet de notre webinaire du jour, les règles fiscales en bénéfices non commerciaux professionnels.
Et ce bénéfice, pourquoi vous le déterminez et à quoi ça sert ensuite? Eh bien, c'est que ça va servir de base de taxation pour deux choses, les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu. Donc, par tranche de 1 000 € de charges que vous allez déduire dans votre BNC, vous diminuez d'autant votre bénéfice et vous économisez d'une part l'URSSAF et la caisse de retraite si vous avez une caisse de retraite séparée, par exemple la CARMF, la CARPIMCO, la CRCDSF. Donc là, l'économie pour 1 000 € de charges que vous trouvez entre guillemets dans votre BNC, ça va être 300 à 450 €. Ça ne sera pas exactement la même économie pour chaque profession parce que, comme je l'ai dit juste avant, un certain nombre de professions ont des caisses dédiées de retraite avec des modalités de calcul différentes de vos cotisations. Donc, selon la caisse, vous ne payez pas tous exactement les mêmes taux de charge. Deuxièmement, selon votre niveau de revenu, il y a des plafonnements sur le calcul des cotisations de charges, donc vous ne payez pas non plus tous le même taux de ce point de vue. Et enfin, l'aspect conventionné ou non conventionné va jouer un rôle important dans votre taux de charge sociale. En effet, plus vous réalisez proportionnellement dans votre activité de revenus conventionnés, plus vous allez bénéficier d'exonération et de prise en charge sur vos cotisations, notamment allocations familiales et maladie, et donc moins votre taux de cotisation sera important. Donc c'est pour ça que j'avais mis tranche entre 300 et 450 €. À cette économie de charges sociales quand on déduit des dépenses, va s'ajouter également une économie au niveau de l'impôt sur le revenu personnel, donc point qui intéresse la majorité des personnes, je suppose. Donc là, ça va être selon votre tranche marginale d'impôt. Les tranches, il y en a 4. Donc, si vous êtes dans la tranche à 11%, l'économie pour 1 000 € de charge, c'est 110 €. 30%, l'économie 300, 41, 410 et 45%, 450 €. Ces tranches, je vous ai remis ici la petite frise, donc jusqu'à 11 497 €, personne, enfin tous, on ne paie aucun impôt. Ensuite, de 11 000 à 29 000, on paie 11% d'impôt. Ensuite, sur le surplus de 29 000 à 83 000, on paie 30%. Et de 83 000 à 180 000, on paie 41%. D'expérience, alors après, là, c'est pour une part, donc une personne. Si vous êtes marié ou pacsé, il faut multiplier par 2 et prendre en compte le revenu de votre conjoint ou partenaire de PACS. D'expérience, vous vous situez vraisemblablement dans la tranche à 30 ou à 41%. Donc, il va être intéressant pour vous de déduire évidemment le maximum de charges possibles pour pouvoir faire des économies sur votre impôt sur le revenu. Alors, déduire des charges, je me permets juste de rappeler les conditions. Donc, en BNC, on est, sauf option contraire, en recettes-dépenses. Donc, c'est-à-dire que vous allez déclarer à la fois les recettes encaissées et les dépenses payées. Vous avez le droit de déduire des dépenses à 2 conditions. Une condition de fond, c'est-à-dire que la dépense doit avoir un intérêt professionnel. Donc, à contrario d'une dépense qui pourrait être qualifiée de personnelle, qui, elle, ne serait pas déductible. Et une condition de forme, c'est-à-dire que chaque dépense que vous voulez déduire dans votre BNC doit être justifiée par une facture ou un justificatif. Et j'ai bien précisé, attention aux coordonnées professionnelles. Votre entreprise, elle a un SIRET avec un établissement principal déclaré avec une adresse pro. C'est à cette adresse qu'il faut faire
éditer toutes vos factures. Donc voilà, le premier conseil, ça va être à chaque fois que vous passez à la caisse, que vous faites une commande sur Internet pour faire des achats pro, de bien avoir le réflexe de systématiquement demander une facture. En effet, si lors d'un contrôle, vous ne pouvez pas fournir de facture, l'inspecteur qui vous contrôle est en droit de rejeter la dépense, malgré le fait que la nature de la dépense soit pro. On va maintenant dérouler un certain nombre de dépenses. Donc, on va commencer par les frais généraux. J'avais une question, Myriam, pour toi de Mélanie. Est-ce qu'un Oui. ticket de caisse, ça peut suffire comme justificatif? Alors, théoriquement, c'est mieux une facture. Après, par exemple, quand c'est un repas et d'un faible montant, les impôts acceptent, mais il faut vraiment qu'il y ait toutes les coordonnées du fournisseur. Et au-delà, je crois, de, si je ne me trompe pas, 150 €, c'est vraiment la facture qui est obligatoire. Merci. Alors, pour les dépenses de formation, les frais à la fois de votre inscription à la formation, mais aussi tous les frais annexes. Donc, si vous devez vous déplacer pour vous rendre à une formation et que vous avez des frais d'hôtel, de repas, de péage, de train, de covoiturage, tous ces frais sont déductibles de votre BNC. Et juste une petite information complémentaire, via la CFP, c'est la cotisation formation professionnelle. C'est une cotisation que vous payez dans l'URSSAF. Vous ne vous en rendez pas forcément compte, c'est inclus dans votre échéance du mois de février. C'est pour ça qu'elle est un peu plus élevée que les autres. Mais via cette cotisation, eh bien, ça vous permet de demander la prise en charge de certaines formations par le FIFPL, le Fonds interprofessionnel de formation des professions libérales. Il faut bien juste penser à obligatoirement faire votre demande de prise en charge avant le début de la formation. Les repas. Il y a 3 catégories de repas. Les repas pris en formation sont intégralement déductibles de votre BNC. Vous n'avez rien de spécial à faire. Quand on parle de repas d'affaires, il va s'agir de repas à plusieurs. Et donc là, pour pouvoir déduire ce type de repas, il faut évidemment que le cadre soit professionnel et que sur votre justificatif, vous notiez le nom des invités. Donc, le nom des invités, ça peut être une personne prescriptrice, quelqu'un qui vous envoie des patients, un confrère, une consoeur, pourquoi pas votre comptable, mais une personne qui, de près ou de loin, a un lien avec votre activité professionnelle. Et, entre guillemets, ce qu'attendent les impôts, c'est on peut déduire des charges si ça nous rapporte des recettes. Et les points de vigilance pour les repas d'affaires, donc ne sont pas déductibles les repas dans le cadre personnel. Donc là, je vous invite à faire attention au jour, à l'heure et au lieu. Donc, je vais vous citer un exemple d'un de mes clients qui a été redressé. Au bord de mer, un dimanche midi, facture 2 menus adultes, 2 menus bambino. Les bambinos, au niveau des impôts, ça ne passe pas. L'intérêt professionnel, ça ne marche pas. De même, pour un repas à 20 h, un 14 février, c'est suspicieux. Donc, attention juste à ça. J'ai une question pour toi, Myriam. Du coup, on parlait justement des tickets et des factures. Et combien de temps il faut qu'on a l'obligation de les conserver? Oui. Alors, la première règle, c'est en cas de contrôle, vous pouvez être contrôlé 3 ans plus l'année en cours. Donc là, on est en 2025 et donc vous pouvez être contrôlé 2025 et les 3 années précédentes, donc 24, 23, 22. Attention juste, si jamais les impôts estimaient que vous avez fraudé, bon, pas souvent, mais là, ils pourraient remonter 10 ans. Donc, si vous voulez vraiment être sûr, eh ben, vous gardez 10 ans et il n'y aura pas de souci.
J'ai Milad qui te pose aussi une deuxième question, c'est les frais de représentation forfaitisés n'incluent-ils pas les repas? Alors, il n'y a pas de frais de représentation forfaitisés en BNC. Forfait, oui, c'est ça que je… Non, c'est des frais réels qu'on passe. Il y avait Stéphanie qui disait c'est en novembre la CFP maintenant, donc peut-être qu'il y a eu un changement, je ne sais pas. Eh ben, peut-être. Sachant que l'année prochaine, il y a une réforme au niveau de vos cotisations et de vos régules URSSAF 2025, donc ça rechangera encore. Et j'avais une question aussi tout à l'heure, tu sais, tu parlais qu'il fallait être très précis, tu vois, sur les coordonnées pro. Et c'est Anne qui est IDE qui dit que lorsqu'elle achète du petit matériel, eh ben, elle fait la demande de la facture, bien entendu, mais que la plupart du temps, les commerçants ne mettent pas son adresse pro, ils la laissent comme ça, en fait, si tu veux, pour des petits montants. Donc, je ne sais pas si pour toi, ça peut être embêtant ou pas. C'est surtout que ça ne soit pas l'adresse du domicile qui soit indiquée, pour éviter justement le risque de requalification en perso et de devoir expliquer le pro. Après, plus il y a d'infos, c'est mieux, mais oui, c'est vrai que des fois, quand on va dans des petits commerces, ou des fois, il y a un cadre blanc et puis c'est vous qui pouvez écrire votre nom et votre adresse, enfin, ils vous préparent le justificatif. Et Mila, tu sais, tout à l'heure, vous avez posé la question par rapport à un forfait et en fait, il y a une précision sur la question, c'était est-ce que ce forfait ne doit pas être inférieur à 2% de notre chiffre d'affaires? C'était plutôt par rapport à ces dépenses en fait de représentation. D'accord, donc là, je pense que c'est une personne qui est médecin. Et les médecins, j'ai une slide ultérieure qui, en fait, vous devez choisir entre vos frais réels et un forfait de 2%. On va y venir, Milad. Et je vois aussi une autre question par rapport, tu vois, à tout ce qui est repas des salariés secrétaires. Je sais que tu as préparé quelque chose là-dessus. Donc, pour répondre à Myriam, ça va venir. Également, des petites questions par rapport aux frais de professionnels exerçant exclusivement à domicile. Quand moi, en tant que professionnel de santé, j'exerce uniquement à domicile, est-ce que justement, tu peux déduire, alors là, on est parti sur les loyers de mon domicile, etc. Je ne sais pas si là, pour Marie, on va le décliner un petit peu plus tard, comme ça, on Oui. va rester sur ces questions-là pour l'instant et sur uniquement les repas, puisqu'on est qu'au repas. Et en effet, tu as Rodolphe qui revient comme il a sur cette histoire de 2%. Donc, vous inquiétez pas pour les médecins qui nous regardent ce soir par rapport à cette histoire de forfait ou non forfait. On y revient un petit peu plus tard. Je te laisse poursuivre et je reviens avec d'autres questions. Voilà, je réponds juste à la question quand même vis-à-vis des salariés. Vous pouvez inviter vos salariés à manger. Il faut juste, le cas par exemple de redressement que j'ai eu, c'est une personne qui a invité ses salariés tous les vendredis midi, auquel cas là ça devient un avantage en nature pour le salarié et donc l'URSSAF attend que ça soit déclaré sur le bulletin et soumis à cotisation sociale. Mais si vous invitez vos salariés pour Noël ou pour une réunion une fois de temps en temps, c'est OK. Et la dernière typologie de repas, ça va être les repas quand vous êtes tout seul le midi. Donc, là, il y a 2 plafonds pour la déductibilité et il n'y aura déductibilité que si soit le temps et ou la distance ne vous permettent pas de rentrer à votre domicile. Donc, par exemple, vous avez une demi-heure ou 3/4 d'heure pour manger, mais vous habitez un nombre de kilomètres qui fait que ça ne vaut pas le coup de rentrer où vous n'avez pas du tout le temps, ou alors vous habitez loin, et là, c'est le même topo. Dans ce cas-là, la déduction, donc les impôts considèrent que si vous mangiez chez vous, ça vous coûterait 5,45 € de faire vous-même votre repas. Donc 5,45 € ne sont pas déductibles pour chaque repas. Donc vous payez bien votre repas classique, par exemple 15 € avec votre compte pro BNC, mais fiscalement, il faudra faire une réintégration de 5,45 € par repas. Et la deuxième limite, ou le plafond,
c'est que les impôts estiment que pour 21,10 €, vous pouvez manger le midi à proximité de votre lieu de travail et que si vous mangez pour, par exemple, 50 €, bah, c'est un choix, une convenance personnelle, mais que ça n'a pas à être déductible de votre BNC. Donc, c'est pareil, il faut retraiter tout ce qui dépassera 21,10 € quand vous êtes tout seul. Donc, ce qui fait qu'au maximum, que vous ayez un ticket de repas à 21,10 € ou que vous ayez un ticket de repas à 50 €, le maximum qui sera déductible, c'est 15,65 € par repas. Frais très importants aussi dans vos bilans BNC en général en montant, ça va être les frais de voiture. Pour les frais de voiture, vous avez un choix qui doit être un choix unique pour tous les véhicules que vous utilisez, par exemple pour l'année 2025. Soit vous choisissez les indemnités kilométriques, soit vous choisissez les frais réels. Et donc, que vous ayez une ou si vous avez changé en cours d'année, 2 voitures, le choix que vous faites est applicable aux 2 véhicules. Les indemnités kilométriques, c'est le nombre de kilomètres professionnels que vous faites dans l'année auquel vous appliquez le barème fiscal que j'ai indiqué dans le slide. Par exemple, pour un véhicule de 7 chevaux, si vous faites moins de 5000 km par an, c'est 697 centimes du kilomètre. Si vous avez un véhicule électrique, vous majorez tous les chiffres ci-dessus de 20%. Dans ce cas, ce que les impôts vous demandent, c'est de pouvoir justifier vos kilomètres pro. Donc, les kilomètres pro, c'est à la fois le domicile de travail et c'est aussi pour les infirmières, si vous faites une tournée patient. De même pour les médecins, vous vous rendez peut-être aussi chez des patients à leur domicile ou dans les EHPAD. Et tous les autres déplacements, on va dire, annexes, vous rendre à une formation, aller acheter des fournitures pro. Tout ça, vous les comptez dans vos kilomètres pro. Et pour les justifier, vous tenez un petit tableau ou un agenda avec date, lieu, objet du déplacement et nombre de kilomètres. Deuxième choix. Donc, vous pouvez aussi passer les frais réels de votre voiture dans votre BNC. Donc, les frais réels, ça va être soit un achat ou un loyer, et puis le carburant, l'assurance, l'entretien. Dans cette hypothèse, il faudra, comme on vient de voir à l'instant, justifier vos kilomètres pro, mais en plus, justifier le kilomètre totaux effectués par la voiture, parce qu'on ne déduira du BNC que le prorata des kilomètres effectués à titre pro. Effectivement, si vous utilisez votre voiture le week-end pour aller voir vos amis ou pour partir en vacances l'été, les frais relatifs à ces trajets-ci ne sont pas déductibles de votre bénéfice professionnel. Attention dans les kilométrages que vous déclarez, les 10 000 km tout rond en 2023, 2024, 2025, les impôts se disent que c'est quand même un petit peu bizarre de faire tout pile, de s'arrêter à 10 000 km à chaque année. Et puis, par ailleurs, en cas de contrôle, ce qui pourrait vous être demandé, ce sont les factures d'entretien du véhicule. Donc, évitez de déclarer plus de kilomètres pro que le total de kilomètres fait par la voiture entre 2 entretiens. C'est mieux. Si vous voulez. J'ai des questions pour tout ce qui est transport parce qu'on voit que ça intéresse énormément nos participants. Une première question, comment ça marche pour les véhicules hybrides ou électriques? Est-ce que ce que tu expliques sur les indemnités kilométriques est la même ou est-ce que justement on tombe sur autre chose avec ce type de véhicule? Oui, électrique, c'est le barème que j'ai mis, plus 20, en fait, ça va vous faire un montant. Admettons 1000 km à 0,697, ça fait 697 € pour un véhicule thermique. Et s'il est électrique, on fait plus 20% à cette somme. Autre question, est-ce que si je fais un aller-retour pour manger chez moi le midi, est-ce que je peux déduire ce transport-là, ces frais de kilométrique-là?
Alors, majoritairement, non. Une tolérance principalement pour les infirmières, dont on sait que les horaires, il y a des horaires de matin et puis après, ça peut reprendre en soirée. Donc, il y a une grosse coupure qui fait que particulièrement les infirmières ont besoin de rentrer à domicile. Après, pour tous les autres professionnels qui ne sont pas dans ce cadre d'une coupure importante, ça va être un besoin impérieux de rentrer à domicile. Donc, l'exemple qui est cité par les impôts, c'est par exemple une personne qui a un parent dépendant qui ne peut pas manger tout seul le midi et qui nécessite absolument que la personne revienne au domicile. Et tu avais d'autres questions aussi concernant finalement ceux qui vont employer leur vélo. Comment ça se passe? Est-ce que mon ticket de métro, je peux le déduire également pour aller au travail? Qu'en est-il? Donc là, c'est pour la voiture, mais c'est cumulable aussi avec, donc pour le vélo, ça va être uniquement des frais réels, il n'y a pas de barème. Donc là, c'est l'achat de votre vélo, donc on le verra à la fin. C'est ce qu'on appelle une immobilisation, on l'étalera sur plusieurs années. La réparation du vélo, enfin si vous faites les freins, des pneus, tout ça, vous pouvez déduire. Et ce qui est ticket de transport en commun aussi, pas de souci. Et il y a 3 personnes qui insistent sur le hybride, parce que je t'ai posé la question, mais comme tu as insisté sur le électrique, est-ce que le hybride est considéré comme le plus 20 des véhicules électriques ou pas? Non, il faut que sur la carte grise, ça soit écrit électrique. Ouais. Donc, il faut une carte grise électrique. Pour tous ceux qui me posaient la question. Je n'ai pas dit, mais il faut une carte grise à votre nom. C'est très important, à votre nom, celui de votre conjoint. On a le cas souvent des personnes qui démarrent leur activité d'indépendant et qui des fois utilisent la voiture d'un parent. Et si la carte grise est au nom de votre parent, les impôts estiment que ce n'est pas vous qui avez financé le véhicule, donc vous ne pouvez pas déduire les charges. Il y avait d'autres questions tout à l'heure, mais c'était déduire le carburant. Pardon, voilà. Non, je t'en prie. C'est important parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous interpelle. De la même manière que tout à l'heure, tu as parlé pas mal des frais professionnels de formation. Il y a eu pas mal de questions sur le fait, justement, tu parlais des frais de bouche. Et en fait, du coup, ils se disaient, mais en formation, les 21,10, etc., etc. Mais tu as bien précisé que les frais de formation loin de son domicile, tout comme les frais d'hôtel, eux, ils étaient déductibles en totalité, ça n'a rien à voir avec ce que vous allez faire le midi. Et j'ai une question justement, c'est que si je me fais à manger maison et que je l'emmène à mon travail, est-ce que du coup, je peux déduire ce que tu as expliqué tout à l'heure? Non, ça ne marche pas. Bon, désolée, hein. Je pose vos questions, vous avez vu. Elle est intraitable. On déduit les frais supplémentaires nécessités par l'obligation de manger à proximité de son lieu de travail et de ne pas pouvoir rentrer chez soi. Le supplément que ça vous coûte de devoir acheter à l'extérieur. Donc, c'est bien un achat d'un repas fait. Et du coup, j'ai Milad qui insiste sur le véhicule hybride. Les véhicules hybrides posent question. Il faut que tu le saches. Il y a les questions qui s'emballent. Est-ce qu'on peut quand même déduire la batterie? Alors, si on est en frais réels, oui. Et oui, non. Après, pour cette question précise, sinon, je peux reprendre la documentation et puis je pourrais remettre un mot. Je vais regarder. Si j'ai un instant tout à l'heure, je vais regarder. Si c'est important. Je te laisse poursuivre. Après, la fiscalité, c'est vrai que c'est quelque chose aussi d'évolutif. Et pour toutes les questions particulières, soit les impôts se mettent à jour, mais nous, on n'hésite pas non plus à revenir au texte pour vous apporter des réponses précises. Et du coup, tu sais, tu parlais de tout ce qui est contrôle technique, assurance, et certains, tu vois, pour l'hybride ou même l'électrique, te posent la question de l'électricité qu'ils payent à partir de leur maison. Et je crois que tu as expliqué que c'était pour ça, justement, les fameux 20%, mais je te laisse nous répondre. Oui, quand on choisit les indemnités kilométriques, ça comprend tout. Donc, on redéduit rien de plus.
La Donc, seule pas chose, le contrôle technique, pas l'assurance, pas l'électricité de ton domicile. C'est une sorte de forfait de frais voilà, kilométriques, on est d'accord. voilà. Et il y a juste une chose qui pourrait être déduite en plus, c'est des intérêts d'emprunt, mais c'est pas intéressant fiscalement. Je te remercie. Alors, un petit sondage pour étudier justement un point sur les véhicules. Je vous lance tout de suite un sondage que vous a préparé Myriam. À vous de jouer. J'en profite, tu vois, on avait une question d'Aurélie qui demandait comment on sait ce qui est le plus avantageux entre frais réels et kilométriques par rapport à une voiture. Alors, aujourd'hui, on va dire la majorité d'expériences, des situations que je vois, ce sont les indemnités kilométriques qui vont être intéressantes. Le cas où on va plutôt faire des frais réels, ça va être pour les personnes qui font peu de kilomètres à l'année et qui font vraiment quasiment exclusivement des kilomètres pro et pas des kilomètres perso. Donc, le cas exemple, c'est un deuxième véhicule dans un foyer que vous utilisez uniquement pour vos trajets domicile-travail et quand vous partez en vacances ou le week-end, c'est le premier véhicule du conjoint qui est utilisé. Donc, ça va souvent être dans ce cas-ci que les frais réels seront les plus intéressants. Je clôture le sondage et je partage les résultats avec vous. Alors, à la question louer ou acheter une voiture, plus j'achète cher, plus je peux déduire de charges. Vous êtes 61% à répondre non, 39% à répondre oui. On t'écoute, Myriam. C'est bien, la majorité a raison. Parce qu'effectivement, il ne faut pas confondre. Donc, quand vous allez, là, on parle des frais réels. Ce n'est pas parce que vous allez passer des dépenses importantes pour un véhicule que vous allez avoir le droit de tout déduire. Donc, pour vous matérialiser cette explication qui n'est pas toujours intuitive, j'ai pris un exemple vraiment chiffré d'un dossier concret que j'ai. Donc, par exemple, vous prenez un véhicule en location d'une valeur de 125 000 euros avec un taux de CO2 de 20 grammes par kilomètre. Donc, pour ce véhicule, vous payez en 2025 18 000 euros de loyer, 5 000 euros d'autres frais, donc l'assurance, l'entretien et les réparations. Donc, en tout, vous avez payé avec votre compte pro 23 000 euros de dépenses. Un certain nombre de personnes vont se dire chouette, je vais baisser mon BNC de 23 000 euros et puis comme on a vu dans les slides du début, je vais faire plein d'économies au niveau de l'URSSAF et des impôts. Sauf que ça ne va pas vraiment, même pas du tout se passer comme ça. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on va devoir appliquer des règles fiscales. La première, ça va être le plafonnement fiscal sur la valeur du véhicule en fonction du taux d'émission de CO2. Dans notre exemple, pour 20 grammes par kilomètre, le plafond fiscal, ça va être 20 300 euros. C'est-à-dire que les impôts estiment que pour 20 300 euros, vous pouvez avoir une voiture qui vous emmène de votre domicile à votre lieu de travail et qui vous permet d'aller voir vos patients. Et que si vous choisissez de acquérir ou louer un véhicule plus cher, eh bien c'est pareil, c'est votre convenance personnelle et dans ce cas, ça n'a pas à être déduit de votre base imposable. Donc, quand on loue un véhicule, alors là c'est un petit peu technique fiscale, mais bon, c'est vraiment pour que vous ayez les chiffres et avoir une idée de l'impact que ça peut avoir. On va devoir réintégrer la part de loyer qui correspond à l'amortissement non déductible chez le loueur. Et le calcul, c'est le prix de ma voiture, 125 000, moins le plafond de 20 300, et qu'on va diviser par 4 ans d'amortissement, la durée d'utilisation, souvent au niveau des sociétés de location. Donc, ça nous donne 26 175 euros
à réintégrer fiscalement sur le loyer. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir une réintégration fiscale supérieure au montant de votre loyer. Le deuxième point significatif, c'est, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, que la déduction de vos frais de voiture en frais réels, elle va être limitée à l'usage pro. Donc, si vous utilisez votre voiture à 50-50 pro perso, eh bien 50% des dépenses ne seront pas déductibles et devront être réintégrées fiscalement. Le résultat final de l'opération, vous avez payé 18 000 € de loyer avec votre compte pro, mais vous réintégrez 26 000 €, donc vous avez fait plus 8 000 sur votre bénéfice, donc 50% pro, donc plus 4 000. Pour les autres dépenses, l'assurance, le carburant, l'entretien, vous avez payé 5 000 fois 50% pro, ça fait que vous déduisez 2 500. Mais au global, non seulement votre véhicule de prix élevé ne vous a pas permis de déduire plein de charges, mais c'est la situation inverse. Donc là, on va être typiquement dans un cas où il ne faut pas choisir les frais réels. Il faut faire garder le véhicule personnel et faire les indemnités kilométriques. Sinon, vous risquez de majorer votre BNC. J'ai des questions toujours sur ce chapitre un petit peu transport, voiture. J'ai Solène qui dit de manière pratique, comment je vais justifier mes kilomètres pro? Donc, certains répondent, tu vois, je regarde mon domicile à mon cabinet, combien de kilomètres ça fait, je tiens un jour un listing de mes déplacements. Et une des autres questions, c'est, tu as parlé que le midi, ça pouvait marcher pour les IDE, mais à combien de temps on estime que quelqu'un peut rentrer chez lui? Par exemple, j'ai une pause méridienne. Cette pause méridienne, elle doit être de combien pour que je puisse le faire? Alors, le truc, c'est que les impôts ne disent pas de nombre de minutes ou d'heures précises. Ils se laissent la possibilité de jauger eux-mêmes et d'apprécier la situation. Selon le contrôleur. Voilà, parfois, ça dépend aussi de qui on a en face, effectivement, parce qu'un contrôleur peut avoir un avis que n'aurait peut-être pas l'un de ses confrères. Donc après, c'est un débat. Il y a d'autres questions sur le vélo parce que tu parlais justement qu'on pouvait quand même déduire certains frais. Et du coup, il y a Albéric qui nous demande s'il y a des plafonds par rapport au transport vélo et la différence entre musculaire et électrique fiscalement, peut-on détenir les deux en gros? Est-ce qu'on peut déduire autant cette dépense énergétique et musculaire que finalement tes frais de vélo, tes frais électriques? Le vélo, c'est forcément les frais réels. Il n'y a pas d'histoire de forfait. Donc, ça va être le prix du vélo qui sera forcément plus cher si c'est un véhicule électrique, mais vous avez le droit de déduire. Alors, se posera quand même aussi la question de est-ce que vous l'utilisez 100% pro ou est-ce que si vous en avez aussi un usage à titre purement personnel pour aller à votre sport le soir de votre domicile jusqu'à votre sport, là, théoriquement, on est censé passer une petite part perso. Et il y avait aussi une autre question, c'était Pauline. Alors, comme elle est longue, je te la lis telle quelle. Si on a le temps, je voudrais revenir sur les repas d'affaires. Si je déjeune au resto tous les mercredis avec mes collègues du cabinet, est-ce que je peux le faire passer dans cette catégorie ou est-ce que c'est plus avantageux que de mettre ça dans la catégorie des repas du midi? Un repas du midi, vous allez perdre 5 € et quelques par repas. Mais à la fois, c'est pareil, un contrôleur, s'il voit que vous faites vraiment systématiquement De façon régulière. Voilà, il va dire que vous avez voulu contourner la règle du repas du midi. Attention à la règle. Les règles sont faites pour être détournées, on dit toujours, mais quand même. Est-ce que tu penses par rapport aux batteries, parce qu'il y a Myriam qui m'en parle et il y a aussi Laurence qui explique, est-ce qu'il y a un amortissement, par exemple, tu vois, par exemple, même un achat de vélo, tu disais, on est aux frais réels, mais est-ce qu'il faut que je mette sur plusieurs années? Est-ce que cette batterie qui coûte assez cher, je le mets sur plusieurs années, je l'amortis sur plusieurs années? C'est ça, la batterie comme la voiture. Si vous achetez une voiture en 2025 et que vous voulez faire les frais réels,
admettons la voiture vaut nos 20 000, notre plafond, on ne déduit pas les 20 000 en 2025. On va étaler la voiture sur 5 ans en général. Parfait, je te laisse continuer. Sache que les transports, les frais du midi, l'électrique et les vélos, il y a beaucoup de questions. Il n'est pas dit que j'en pose pas une petite encore là-dessus tout à l'heure. Allez, on poursuit. L'objectif était que ça soit concret. Donc, si vous avez le cas, c'est qu'on est dedans. Alors, un sujet qui vous intéresse aussi en tant que paramédicaux, les frais de blanchissage. Donc, au début du webinaire, j'ai dit qu'on pouvait déduire les frais payés et les frais de blanchissage, ça va être une exception parce que concrètement, vous n'allez pas faire de dépenses avec votre compte pro, mais les impôts ont bien en tête que vous êtes amené pour un certain nombre à ramener vos vêtements pro à votre domicile et du coup à utiliser votre machine à laver, votre eau, votre électricité, votre lessive perso pour laver vos vêtements pro. À ce titre, il vous octroie la possibilité de déduire des charges sans qu'il y ait concrètement de dépenses. Pour ça, quelques conditions. Donc, il faut vraiment que ça soit des vêtements pro. Donc, l'exemple cité par les impôts, c'est la blouse. Si ce sont des vêtements que vous pouvez remettre dans la vie de tous les jours, pour les impôts, ce ne sont pas des vêtements pro. Ces vêtements, ils doivent être lavés à domicile. Et ensuite, comment on fait pour justifier et déterminer le montant de la charge que vous allez déduire? C'est qu'une fois par an, il va falloir vous rendre dans un pressing ou une blanchisserie. Vous allez déposer tous les articles que vous utilisez au cours d'une journée de travail. Donc, admettons, je ne sais pas, si vous changez de blouse le midi, ça fait 2 blouses dans la journée. En général, 2 blouses, ça fait 10 € quand on va dans une blanchisserie. Et le dernier point, ça va être que vous devez justifier de votre nombre de jours travaillés. Donc, par exemple, vous travaillez 200 jours en 2025, eh bien, on va faire 200 jours fois 10 € égale 2 000 € que vous pouvez déduire sans dépenses concrètes. Donc, ça, c'est un point fiscalement intéressant pour vous parce que normalement, ça couvre très largement vos frais de votre eau et électricité à votre domicile pour nettoyer vos vêtements pro. Ensuite, les cadeaux. Donc, pour pouvoir déduire des dépenses de cadeaux dans votre BNC, toujours pareil, cadre pro. Alors ça, toutes les dépenses, on sera dans le même cadre. Comme pour les repas avec des invités, vous devez indiquer des noms de bénéficiaires et qui ont un intérêt professionnel. Pour les salariés, vous avez des plafonds. Donc, le plafond 2025, c'est 196 € par salarié et par événement. Donc, pour les salariés, ça doit être lié à un événement. Donc, vous avez une liste sur le site de l'URSSAF. Donc, Noël, c'est un événement. La rentrée scolaire, c'est un événement aussi. Mais vous avez la liste exhaustive des événements concernés sur le site de l'URSSAF. Et pareil, vigilance sur les dates. Si vous achetez un bouquet de fleurs le dimanche de la fête des mères, à vous de justifier que c'était bien professionnel. Alors, on a parlé des cadeaux. Maintenant, un petit sondage sur notre thème suivant, les dons. Je vous lance donc le deuxième sondage. À vous de jouer. J'en profite, on avait une question, tu vois, sur les frais de blanchisserie, parce que je pense que beaucoup sont un peu perdus avec ces 2% là dont on parlait tout à l'heure, t'es au réel ou t'es au forfait. Je pense qu'il y a beaucoup de questions là-dessus et ça perd un peu les gens parce que justement, certains se sont mis aux frais réels, d'autres non. Exemple pour les cadeaux, on a donc Anne qui nous dit qu'à Noël, elle travaille, elle offre des chocolats à ses patients, elle est IDE. Oui. Est-ce que je suis obligée de communiquer le nom de tous mes patients?
pour chacun des cadeaux? Non, enfin, si c'est une boîte de chocolat et que, enfin, si vous mettez patient du cabinet, il n'y a pas de souci. Par contre, Donc, passion du cabinet, voilà. si Est-ce vous qu'il y a un achetez forfait maximum pour les cadeaux? Excuse-moi, pardon? Est-ce qu'il y a un forfait maximum? Un prix maximum à pas dépasser dans le cadre des Salarié, cadeaux? 196 euros. Pour les autres personnes, il n'y a pas de forfait. Alors, c'est pareil, dans la limite où ça n'est pas excessif. Et pour les frais de blanchisserie, tu expliquais qu'en fait, voilà, c'est bien ce que tu laves chez toi. Et donc, du coup, c'est de façon pratique, comment ils font, si tu veux, pour prouver, voilà, ils appellent une blanchisserie, on leur dit, bah voilà, le lavage d'une blouse chez nous, voilà, et tu mets C'est pas appelé. détail écrit, pris par telle blanchisserie, tel jour, etc. C'est pas un appel, il faut vraiment un justificatif, hein, parce que c'est vraiment une charge que vous allez déduire. Donc, une fois par an, allez dans une blanchisserie pour obtenir un prix actualisé. Vous Et, déposez une fois par an ce que vous utilisez pendant la journée. et certains se posent la question si les frais de blanchisserie, c'est aussi pour les médecins, parce que tu as dû mentionner le paramédicaux, mais est-ce que c'est pour les médecins, justement? Si vous avez choisi justement avec notre histoire de choix entre le 2% des recettes et les frais réels, si vous choisissez les frais réels, oui. Top. Du coup, je peux terminer ce sondage et je vais pouvoir vous partager les résultats. Donc, si je fais un don avec mon BNC, je vais forcément faire des économies. Donc, oui à 41 et non à 59. On t'écoute, Myriam. Donc, c'est partagé. C'est vrai que, pareil, là, c'est un thème aussi, comme l'histoire de la voiture chère, un petit peu contre-intuitif. Par défaut, quand les gens font un don, bah, vous pensez faire forcément des économies, avoir une réduction d'impôt. Alors, c'est souvent le cas, mais malheureusement, le régime BNC n'est pas favorable aux dons via le professionnel. Petit préalable, le don, ça concerne des associations loi 2901, donc c'est-à-dire des associations d'intérêt général ou d'utilité publique, et donc qui sont habilitées à émettre des CERFA. Il faut le formulaire CERFA fiscal, ça c'est obligatoire pour pouvoir appliquer le régime des dons, que ça soit à titre pro ou que ça soit à titre perso. Donc, ce que ça exclut, ce sont les associations qui ont un intérêt souvent limité à un groupe très restreint de personnes et du coup qui ne sont pas considérées d'intérêt général. Donc, deux possibilités pour les dons. Soit vous faites votre don à titre perso. Là, il ne se passe rien dans notre BNC et c'est sur votre déclaration de revenus que vous allez déclarer votre don, ce qui va vous permettre d'avoir droit à une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction d'impôt, c'est 66% du don. Donc, pour un don de 1000, c'est 660 €, voire 75% pour les associations qui fournissent des repas gratuits et des soins gratuits aussi, tout ce qui est de première nécessité et qui sont référencés par les impôts. Donc, le cadre fiscal sera noté sur votre reçu de don que vous fait l'association. Et la deuxième possibilité, vous pourriez avoir envie de faire ce don à l'association via votre compte pro et de l'intégrer dans votre BNC. Sauf que on a un cadre fiscal qui va nous imposer de faire un retraitement. C'est-à-dire que notre don de 1000, quand on le fait avec notre compte BNC et que notre CERFA est libellé à nos coordonnées pro, on va devoir le réintégrer fiscalement. Donc, ça va avoir quoi comme impact ? Eh bien, ça va avoir l'impact justement de vous faire payer plus de charges URSSAF et de retraite et d'augmenter votre impôt sur le revenu parce que votre revenu imposable va être supérieur. Donc, comme on a dit tout à l'heure, charge URSSAF, retraite, bon, minimum 30%, augmentation de l'impôt sur le revenu selon votre tranche 30 ou 41%. Et à côté, vous allez aussi avoir une réduction d'impôt, mais là qui sera de 60% quand c'est dans le cadre pro, donc par exemple 600 €. Mais si vous avez une réduction de 600 € d'impôt alors que ça vous coûte plus 300 d'URSSAF retraite et plus 300 d'impôt sur le revenu, bah, finalement, ça ne vous aura pas fait faire des économies.
Donc, malheureusement, je soutiens pourtant les associations et, et tout ce que je leur souhaite, c'est de trouver de généreux donateurs qui les fassent vivre. Mais le cadre pro pour un don, ce n'est pas le plus adapté. Alors, je précise bien, quand on est en BNC, ce n'est pas le cas des autres régimes fiscaux. Donc, n'hésitez pas à plutôt faire vos dons à titre perso. Vous aurez l'impact maximal, ce sera le plus favorable pour vous. Je te coupe, Myriam, on a quelques questions, là, pas spécifiquement sur les dons, mais tu as parlé des cadeaux juste avant et la question se pose sur les cadeaux, tu vois, pour les salariés. Si c'est salarié d'une SCM, est-ce qu'on peut déduire sur son propre BNC? Donc, si ce sont les salariés d'une SCM, ils sont intégrés dans le bilan de la SCM. En général, c'est la SCM qui paye ses propres frais. Et après, vous remontez votre quote-part de charge. Donc, alors là, ça va dépendre. Cas général, oui, vous remontez et vous déduisez. Cas particulier des médecins qui doivent choisir entre les frais réels et le 2% des recettes comme frais, et du coup, il faut choisir. Ok, tu avais une autre question. Alors, tu ne l'as pas abordée, mais c'est une question qui revient 2 fois sur 2 participants différents. Je suis propriétaire de mon cabinet. Est-ce que je peux me verser un loyer à moi-même? Donc, je suppose que la question, certainement, ta personne n'a pas de SCI parce que si elle avait une SCI, elle serait. Mais je te laisse répondre. Si je suis propriétaire de mes murs, mais en nom propre, est-ce que, on va dire, Karine, la podologue, peut verser un loyer à Karine, la propriétaire de ses murs? C'est justement la slide suivante. Mais, du coup, je voudrais mais on est trop doués, Myriam. Ouais, voilà. Je te laisse. Super transition. Alors, moi, je commençais par les frais de comptabilité parce que je voulais vous dire que si vous preniez un comptable, c'était déductible. Et que c'est vrai que la compta, souvent, c'est chronophage et ça peut être source de stress et, entre guillemets, d'insécurité fiscale parce que vous ne connaissez pas tout, mais tout simplement parce que vous ne savez pas et que voilà, un comptable peut être là pour vous aiguiller et faire en sorte que vos déclarations soient faites en bonne et due forme, voire vous faire gagner de l'argent quand on vous donne des conseils auxquels vous n'auriez pas pensé et qui vous permettent de déduire des choses. Et le fameux loyer, donc je vais répondre à la question, le loyer est déductible. Donc, s'il s'agit d'un local pro, le loyer est déductible à 100%, pas de souci. Et peu importe, j'ai envie de dire, la fiscalité ou la structuration du propriétaire. Par contre, à partir du moment où on veut déduire un loyer de son côté, ça suppose que quelqu'un, donc peut-être notre participant, personne physique et propriétaire, déclare lui ce loyer comme un revenu foncier. Hein, si d'un côté, c'est une dépense pour quelqu'un, c'est un produit pour une autre structure ou une autre personne. Et il y a aussi, si jamais il y a des participants qui sont concernés, si vous avez votre cabinet à votre domicile, il y a des possibilités de déduire un loyer pro pour, par exemple, l'usage d'une pièce Une cote-part. qui serait strictement dédiée à votre activité pro, par exemple une salle de soins, une psychologue, vous recevez les patients dans une pièce dédiée de votre habitation. On peut, alors il y a des conditions, mais potentiellement il est possible de passer un loyer, mais c'est la même chose. Si dans votre BNC, vous déduisez un loyer, ça veut dire qu'en tant que propriétaire particulier, vous encaissez un loyer et c'est imposable en revenu foncier. Et une autre question, alors parce que ça rejoint ces frais déductibles. Si j'ai une secrétaire téléphonique, tu sais, les secrétaires téléphoniques qu'on peut avoir à l'extérieur, donc qui me fournit des factures, est-ce que donc c'est déductible? Non, on suppose que oui. Et la personne demande dans quelle colonne. Donc je pense que là, ce qui est bien, c'est qu'on est peut-être en train d'aider des participants à faire leur future déclaration de l'année prochaine. Écoutez bien, Myriam, c'est quelle case? Alors, ça va dépendre du statut de la personne. Soit c'est quelqu'un salarié à temps partiel. Dans ce cas, c'est une charge de personnel. Ou soit c'est une facture de prestation de service. Et dans ce cas-là, il y a une ligne qui doit s'appeler
honoraires et autres intermédiaires. Et parce que c'est vrai que tu vois, tout ce qui est immobilier, quand même, ça amène pas mal de questions. C'est si j'achète mes murs de cabinet, donc Oui, je doute, encore une fois, ça va être en nom propre. Est-ce que c'est déductible? Est-ce que je peux l'amortir? Alors, via les SCI, oui, bien sûr, tout ça est très au clair. Maintenant, en nom propre, je te laisse là, répondre. il ne faut pas acheter les murs de son cabinet avec son BNC. Là, je suppose que la personne veut acheter en tant que personne physique, en tant que Non. particulier. Non. Donc, en tant que particulier, donc si c'est BNC Karine peut déduire le loyer payé à propriétaire Karine. Du moment que propriétaire Karine déclare bien un revenu foncier, si on est en revenu foncier, ou si jamais on est en SCI à l'impôt sur les sociétés, du moment que la SCI déclare bien dans son résultat ce loyer comme un produit. Et toi, il y a des questions qui vont un peu plus pointues. Par exemple, je fais ma compta directement chez moi, je ne la fais pas au cabinet. Est-ce que j'ai le droit de déduire quelque part une quote-part de mon bureau ou autre? Là, je pense que tu vas nous dire non, puisqu'en fait, on est d'accord que ça, c'est un choix que fait le professionnel de santé de faire sa compta chez lui et pas à compta au cabinet. Ou est-ce qu'on a le droit justement parce que je passe plusieurs heures à faire ma comptabilité chez moi? Alors, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait de règles fiscales. Par contre, des contrôles qu'il y a eu et de la jurisprudence, en général, c'est rejeté. Ouais, c'est ça, c'est risqué. Voilà. À la C'est risqué, rigueur, Giovanna. Et on avait une question? comme j'ai mis sur la droite, téléphone et Internet, ça, pourquoi pas, voilà, si vous utilisez votre Internet pour faire toute votre compta et faire plein de choses pro, pourquoi pas passer un prorata pro. Mais en fait, il y a un deuxième point significatif, c'est que pour pouvoir déclarer en charge un loyer pour votre bureau à votre domicile, par exemple pour faire vos papiers, il faut y déclarer un établissement professionnel, avoir réellement officiellement une adresse à votre domicile. Et ça vous fera payer la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Donc, par exemple, à Rennes, c'est minimum 600 € par an. Donc, je crains que ce que vous allez gagner sur le potentiel mini-loyer soit redonné par un autre moyen. Et on avait une question, tu vois, il semblait, par exemple, Anne nous disait que les frais de comptabilité, on ne pouvait pas les déduire en totalité. Mais toi, par exemple, si on te missionne pour faire notre comptabilité, la facture que tu vas nous faire, ça, c'est bien une charge qu'on peut totalement déduire les frais de comptabilité ou c'est encore une fois, il y a une sorte de forfait et on ne peut pas dépasser? Aujourd'hui, en 2025, on peut tout déduire. Je pense que Anne a des recettes inférieures au micro-BNC, donc inférieures à 77 000 €. Et par le passé, Anne, quand on a des recettes inférieures à 77 000 €, c'est un choix de faire du réel et pas du micro. Et pour inciter les personnes, il y avait une réduction d'impôt pour frais de comptabilité quand on avait recours à un comptable professionnel. Sauf que c'est la même chose un petit peu que les dons. C'est-à-dire qu'on avait une partie qui était réintégrée fiscalement, mais c'était plafonné à 915 effectivement. Et donc, si vous payez par exemple, je ne sais pas, 1400, eh bien, vous aviez 1400 payés avec votre BNC, on réintégrait 915 et vous aviez 915 € de réduction d'impôt. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus, ça a été supprimé à la dernière loi de finances, donc il n'y aura pas de plafond, pas de réintégration, tout sera déductible. Et j'ai d'autres questions. Par exemple, tu parlais de tout ce qui est, on a parlé de la téléphonie, de l'Internet. Et du coup, j'ai Vincent qui nous demande, par exemple, moi, il doit avoir, comme beaucoup d'entre nous, tu sais, des packages qui nous font et le téléphone et Internet, etc. Et souvent, c'est mis à une seule adresse. Il se trouve que là, vraisemblablement, ce sera à son adresse personnelle. Malgré tout, c'est bien quelque chose qu'il utilise pour son pro. Est-ce qu'il peut déduire dans ce cas? Voilà, moi je déduirais. Après, faudrait vraiment avoir un contrôleur fiscal extrêmement pointu. Voilà. Par contre, ce que je déduis pas et qu'on voit souvent,
c'est tout ce qui va être abonnement à des chaînes payantes, etc., inclus dans ces fameuses factures globales de Internet, téléphone. Toutes les options, abonnement à une chaîne sportive, bon, bah, tout ça, non. Un peu plus compliqué, quoi. Je suis médecin du sport, est-ce que ça peut passer? Je ne sais même pas. J'ai une question de Yanis. Tu vois, son comptable lui fait à la fois son pro et son perso. Et en fait, il demandait, bah, moi, elle ne me fait qu'une seule facture. Donc, dans ces cas-là, est-ce qu'on déduit tout ou est-ce qu'il faut faire une cote-part? Si Ou elle est-ce fait qu'on ne qu'une peut pas demander à la facture, comptable de faire deux, peut-être, hein? Je ne sais pas. Si elle est gentille non, comme Myriam, je pense que… alors c'est pareil, il n'y a pas de règle écrite par les impôts, mais un certain nombre de personnes considèrent que quand on est en BNC, la déclaration de revenus, et notamment maintenant parce qu'elle intègre toute cette partie qui part à l'URSSAF, et la continuité en fait du BNC. Donc, c'est difficile de faire soi-même quand on est BNC. Enfin, vous faites peut-être très bien, mais la partie qui est communiquée à l'URSSAF avec la part des revenus conventionnés, les cotisations obligatoires, facultatives, tout ça, c'est un petit peu plus complexe. Donc, bon, on considère que ça fait partie de la continuité des… C'est lié au BNC. Si vous n'aviez pas ce BNC, vous sauriez, et que vous aviez un salaire, vous sauriez vraisemblablement faire tout seul votre déclaration. Du coup, une autre question, c'est par exemple, je fais ma déclaration d'impôt, donc j'utilise Internet de chez moi. Je fais un e-learning, donc j'utilise l'Internet de chez moi. L'e-learning peut se faire le soir de chez nous. Si j'utilise une partie, tu l'as dit tout à l'heure, une partie de mon bureau est-ce que tout ça, en fait, c'est déductible? Est-ce que je peux déduire mon Internet parce que j'ai suivi une formation, parce que je l'utilise beaucoup dans le cadre de ma comptabilité en ligne, etc., etc. Ben, moi, je dis ça se défend. Voilà. Donc, après, ça reste un pourcentage. Parce que si vous n'avez qu'une facture qui sert à la fois pour… c'est la même chose pour le téléphone. Ah oui. Si vous n'avez qu'un téléphone, vous ne pouvez pas dire à un contrôleur qu'il est 100% pro, enfin, que vous n'appelez jamais des personnes perso. Donc, ça, le redressement, souvent, c'est 30% minimum qui sont redressés à titre perso quand les personnes n'ont pas appliqué de réintégration. Et on a une question de Françoise qui va faire une conférence ou qui va à des congrès et qui se posait la question d'une tenue. Est-ce que les tenues vestimentaires peuvent rentrer dans des frais de représentation? Est-ce que c'est déductible? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la règle, enfin, la règle écrite, hein, c'est vêtements à usage professionnel que vous ne remettez pas dans la vie courante. C'est ça. Il faut être sûr que ta tenue de soirée, là, tu ne la remets plus jamais derrière. Que pour les congrès. C'est compliqué à prouver ça quand même. Tu es d'accord avec moi, Myriam? Oui, ce qu'il faut faire attention, c'est comme par hasard, vous achetez un costume l'année où vous mariez. Bon, là, c'est un peu… Parce que les impôts savent tout, hein. Après, c'est pareil, c'est toujours un débat avec votre contrôleur. Il y a une histoire de est-ce que vous le faites une fois tous les X années ou est-ce que vous passez toute votre garde-robe tout le temps? Pour quel montant? Moins on exagère, mieux ça se passe. Mais après, c'est un débat et à vous d'expliquer et justifier de cet usage et cet intérêt pro. Mais votre raisonnement que vous pouvez avoir, c'est si vous aviez un salarié, est-ce que vous lui payeriez cette dépense? Voilà, grosso modo, pour vous dire si c'est déductible ou pas. Un salarié que vous envoyez faire une conférence quelque part, est-ce que vous lui payez sa tenue? Voilà. Et j'ai plusieurs questions qui tournent toujours autour de cette histoire du forfait 2% des frais réels. Alors, il y en a une bonne dizaine, une bonne quinzaine, hein. Donc, pour te les mettre dans le même grand cadre pour que tu nous répondes, quelles sont les catégories en fait qu'on peut déduire? Qu'est-ce qui est déductible quand on est au forfait 2%?
Le forfait 2%, ça inclut, donc on n'a pas le droit de déduire, les frais réels de petits déplacements, donc c'est-à-dire par exemple le parking dans l'agglomération, les frais de mission, donc les repas à plusieurs, réception, cadeaux, blanchissage. Donc, on est d'accord, tout ce que tu as mentionné là, C'est c'est un quelque choix. chose, On ne les c'est un déduit choix. pas en réel si on choisit le forfait. Après, il n'empêche qu'au fur et à mesure de l'année, vous payez ça avec votre compte pro. Et c'est une fois à la fin de l'année que vous faites le total. Ces dépenses-là, ça représente combien? 2% de mes recettes si je suis conventionnée secteur 1 de mes honoraires médicaux bruts, ça représente combien? Et chaque année, vous avez le choix entre l'un et l'autre. Et en 2025, vous pouvez faire les 2% et en 2026, faire les frais réels. Si en 2026, vous avez eu plus de petites factures qui font que c'est plus intéressant pour vous. Top, je te laisse poursuivre. Alors, dans les divers petits frais autres déductibles, les fournitures consommables, ça va être par exemple le gel pour les kinés, les sages-femmes, les seringues des infirmières, les fournitures administratives, donc vous pouvez déduire votre papier, votre encre, vos stylos, etc. Petits équipements, le stéthoscope du médecin, le ballon du kiné, les assurances pro, ça va être la RCP et la multirisque. La documentation, ça va être les achats de documentation liés à votre activité professionnelle. Les cotisations, donc si vous êtes adhérent à une association de gestion, par exemple, votre cotisation à l'ordre, évidemment, est déductible. Si vous faites partie de réseaux professionnels, votre cotisation à l'association ou au réseau est déductible. Après, autres frais de déplacement, on en a pas mal parlé, donc péage, parking, le train, si vous avez besoin de prendre le train à titre pro, soit pour aller à un congrès ou pour tout autre intérêt professionnel, et les intérêts d'emprunt. Et donc là, j'ai bien précisé intérêt, parce que quand vous faites un prêt, vous remboursez chaque mois une échéance qui inclut majoritairement une partie capitale et puis une partie intérêt, mais seule la partie intérêt est déductible de votre BNC. Voilà pour les divers petits frais généraux. Ensuite, il y a toute une partie qui va concerner le social. Donc, le social, ça va être pour vos salariés et puis pour vous. Donc, pour les personnes qui sont concernées par des salariés, donc vous avez le droit de déduire à la fois ce que vous payez à vos salariés, donc c'est-à-dire leur salaire net, leur prime. Ces choses-là sont soumises à cotisation sociale. Et puis, il peut y avoir aussi des avantages que vous leur octroyez, donc les tickets restaurants, les chèques vacances, les cadeaux et chèques cadeaux. Donc, mais attention, pour ces 3 rubriques, il y a des plafonds par bénéficiaire et annuel. Et dans les charges que vous allez déduire au titre de vos salariés, il y a tout ce que vous allez payer aux différents organismes. Donc maintenant, il y a le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Donc c'est l'impôt de votre salarié, mais que vous payez. Mais en contrepartie, son net est réduit. Tout ce que vous payez aux caisses sociales, donc l'URSSAF, le chômage, la retraite, la prévoyance, la mutuelle, et puis les taxes qui vont être la formation continue et puis la taxe sur les salaires, car comme vous n'êtes pas soumis à TVA, vous êtes soumis à la taxe sur les salaires. Alors, une petite question, Karine? Parfait, cette fois-ci, c'est notre dernier sondage. Je vous le lance maintenant, vous êtes habitués, vous savez faire. C'est parti. J'en profite pour te poser les quelques questions, comme ça chacun peut répondre à la petite question pendant ce temps-là. Du coup, on nous parlait pas mal, tu vois, de tout ce qui est AGA. Est-ce que c'est obligatoire, pas obligatoire? Est-ce que ça a évolué tout ça? Donc, en fait, il y a plusieurs questions autour des AGA. Oui, c'est un sujet qui, ces dernières années, chaque année a évolué. Auparavant, donc là, on remonte il y a plus de 5 ans, on va dire,
si vous n'étiez pas adhérent d'une association de gestion, votre bénéfice était majoré de 25%. Donc, ce n'était pas obligatoire d'adhérer, mais majorer votre bénéfice de 25%, ça avait un fort impact sur l'URSSAF et sur l'impôt sur le revenu. Donc, c'est pour ça que tout le monde adhérait. Au fur et à mesure, pourquoi? Parce que les impôts, en fait, ils voulaient vous inciter à adhérer en estimant que si vous avez à la fois un cabinet comptable et ou un centre de gestion, il est vraisemblablement plus probable que vos déclarations soient les plus, entre guillemets, carrées possibles. Et donc, voilà, c'était une mesure fiscale pour vous inciter à recourir à des professionnels. Et en fait, eux, les impôts, ça leur limitait aussi, voilà, les contrôles étaient plus ciblés. Ces dernières années, le taux de majoration du résultat a baissé d'année en année. Donc, et la dernière fois, il n'y avait qu'une majoration de 10%. Maintenant, que vous adhériez ou que vous n'adhériez pas à un organisme de gestion, il n'y a plus de majoration de votre bénéfice. Donc, on va dire, en euros, ça ne vous rapporte plus. Avant, ça coûtait si on n'était pas adhérent. Maintenant, ça fait rien. Ça n'aura pas d'impact fiscal ou social. Et est-ce que je peux déduire, est-ce qu'on peut déduire en fait ces frais d'adhésion? Oui, la cotisation, oui. Et après, c'est votre choix de rester adhérent ou pas. Un certain nombre d'associations ont essayé de se renouveler. Il y en a qui proposent des équivalents CSE avec des avantages, des réductions dont vous pouvez bénéficier. Et puis, mettre toujours en avant le fait que si votre liasse elle est contrôlée par une association de gestion, ça apporte plus de, entre guillemets, sérénité fiscale. Je vais terminer le sondage et je vais vous proposer les résultats. Du coup, à la question, mon entreprise BNC peut-elle me payer mes vacances? Donc, du dirigeant, 92% de non. Je te laisse répondre, Myriam. Alors, ma réponse va être oui, mais. C'est oui, mais pas directement. Votre BNC avec votre compte pro, vous ne pouvez pas payer votre billet d'avion, votre location de vacances, votre cours de ski ou de natation. Ça ne marche pas. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, et ce qui est intéressant fiscalement pour vous vraiment, c'est d'acheter des chèques vacances avec votre BNC et ensuite de les utiliser à titre perso, à votre guise, comme vous voulez, où et quand vous voulez. De plafond cependant, jusqu'à 541 € pour l'année 2025. Donc l'année 2025, c'est jusqu'au 31 décembre. Il est encore temps de commander vos chèques vacances. Il faut savoir qu'ils ont une durée de validité de 2 ans de mémoire. Donc, vous pouvez les acheter en 2025 et les utiliser ultérieurement. Ça ne pose pas de souci. On ne vous demande pas de justifier le moment de l'usage. Donc, jusqu'à 541 €, c'est déductible à la fois de la base fiscale et de la base sociale, donc URSSAF, caisse de retraite. Et jusqu'à 1 802 €, ça sera déductible de la base fiscale, donc l'impôt sur le revenu seulement. Par contre, pour l'URSSAF, ça ne changera pas, ça ne viendra pas minorer la base URSSAF. Cependant, dans les deux cas, mais comme un peu sur tout, vous devez de la CSG et de la CRDS. Mais c'est quand même un dispositif très intéressant. Une condition importante que j'ajoute, si jamais vous avez dans votre BNC, j'ai bien dit dans votre BNC, je n'ai pas dit dans une SCM. Si dans votre BNC, vous avez des salariés, la décision d'octroi de chèque vacances par un dirigeant d'entreprise s'applique à toute l'entreprise. Donc, ça veut dire que si vous versez 541 €, vous devez faire équitable avec vos salariés. Alors, sauf s'ils refusaient, mais là, dans ce cas-là, il faudrait un courrier de leur part par lequel ils refusent de bénéficier des chèques vacances, mais vous devez leur proposer la même chose que ce que vous octroyez. Le deuxième avantage fiscal
qui peut vous intéresser, ça va être les chèques emploi-service universel préfinancés. Donc, c'est quoi? Comment ça se passe? Vous allez acheter ces fameux chèques emploi-service avec votre compte pro. Donc, c'est une charge qu'on va déduire, cependant dans la limite de 2 540 €. Et avec ces chèques emploi-service, vous allez faire quoi? Eh bien, vous allez pouvoir payer des personnes qui interviendraient chez vous à domicile. Donc, ça peut être la garde d'enfants, l'entretien du domicile ou le jardinage. Donc, n'hésitez pas, si vous avez ces besoins à titre personnel à votre domicile, eh bien, pourquoi pas les financer en tout ou partie avec des chèques emploi-service préfinancés. Même condition que précédemment, c'est applicable à toutes les personnes de l'entreprise. Donc, si vous avez des salariés dans votre BNC, il faut leur proposer aussi. Donc, j'en profite parce qu'il y a plusieurs questions de où et comment, par quel biais on arrive à se procurer ces précieux chèques vacances. Donc, qu'on soit bien au clair, en fait, tout simplement sur chèque vacances. Après, il faut créer vous votre propre compte. Et là, justement, on va vous demander de prouver un petit peu votre côté entreprise. Et donc, vous allez donner des informations. Mais derrière, ça se fait très facilement. Pas mal Voilà. de questions, hein. Et il y a une question qui revient tout le temps. Quand tu évoques, par exemple, les chèques vacances, les CESU, à chaque fois, j'ai les mêmes questions. C'est est-ce que quand on est aux 2% de frais réels, est-ce que ça fonctionne? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça revient. J'ai un doute pour les chèques vacances. Tech, vêtements, médecin. Je vais vous redire parce que c'est vrai que le BNC, c'est pas la période où on est en train d'en faire. C'est la période où je passe mon temps de janvier à mai. Hop. Abattement 2011. Hop. Parce que je sais que c'était pas prévu dans le texte initial, mais je crois qu'il y a eu des précisions là-dessus, il me semble. Et on a d'autres questions, tu vois, dans quelle classe on va les déclarer, ces chèques vacances, tu vois, dans notre comptabilité, leur achat. Et puis, finalement, quel intérêt de les passer en pro? Alors, tu l'as dit, c'est une charge déductible, mais finalement, on sait aussi qu'un CESU aujourd'hui en perso, ça nous permet aussi d'avoir la possibilité des 50% dans notre imposition. Entre les deux, mon cœur balance, j'ai envie de te dire, Myriam, t'en penses quoi? Alors, j'ai la première réponse qui est, il y a eu une réponse des impôts qui ont confirmé que la déduction des chèques vacances peut se cumuler avec le 2%. Donc ça, c'est OK. Ça, c'est chouette. Et donc, la deuxième question est que passer des chèques vacances ou des CESU en pro, vous allez être quand même encore plus gagnant. Admettons les CESU là, 2 540 €. Si vous économisez 30% d'impôt sur le revenu plus 30% d'URSSAF, caisse de retraite, je sors ma calculatrice, 2540 x 0,60. Vous allez économiser 1524. Et sinon, à titre perso, vous allez récupérer 50%. Donc, j'allais dire, l'intérêt va être d'autant plus important que votre tranche d'impôt est élevée. Donc, si vous êtes médecin et que vous êtes à 41% d'impôt, il y aura encore plus d'intérêt à passer en pro. Et on a une autre question. Tout à l'heure, tu parlais des chèques vacances. Il y a Sophie qui n'a pas forcément compris entre le 541 et le 1802 de ta slide juste avant. En fait, la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas déclarer le même bénéfice à l'URSSAF et aux impôts. Aux impôts, il sera minoré de 1802 si vous prenez le plafond de 1802, alors qu'à l'URSSAF, il sera minoré maximum de 541 €. À cause de tout ce que tu expliquais, la CSG, la CRDS, quoi. Alors, non, mais parce que l'URSSAF n'a pas choisi le même positionnement que les impôts. Donc, pour eux,
vous avez le droit de déduire des chèques vacances, mais jusqu'à 541 € pour l'URSSAF. Ok. Est-ce que du coup, pas mal se pose la question justement d'utiliser ces CESU pour le ménage de la maison et de le déduire sur la déclaration de revenus. Donc là, tu as pu y répondre. Et oui, on peut acheter des CESU pour le pro et l'utiliser pour la maison. Ça, c'était important. Tu l'as bien. C'est ça l'intérêt, voilà. Voilà. C'est pas fait pour, par exemple, la femme de ménage du cabinet. C'est fait vraiment pour l'usage perso. La personne qui intervient pour l'entretien de votre cabinet, vous payez soit un salaire ou soit une prestation via le compte pro, mais pas en CESU. Alors, pour ceux qui se posent la question, du coup, parce qu'il y a énormément de questions, comme je le disais, sur cette histoire de 2%, mais il y a aussi ceux qui ne comprennent pas toutes ces questions des 2%. On va y venir après, vous inquiétez pas. Il y a une petite slide de Myriam. Je pense que Myriam, la prochaine fois, on la met en deuxième. Hein, ça va nous éviter toutes ces questions. Vous Les inquiétez 2%, pas. ça concerne que les médecins conventionnés secteur 1. Donc, si vous Voilà. n'êtes pas dans cette catégorie, c'est normal que vous n'ayez pas cette notion. C'est un avantage spécial pour les médecins secteur 1. Et du coup, pour revenir, tu disais juste à ta slide d'après les CESU, les Oui. 2540, on est d'accord que c'est le plafond annuel. Tout à fait. Ça marche. Je te laisse continuer. Pour vos charges vous concernant, on a des choses non déductibles, d'autres déductibles. Donc, sont déductibles vos cotisations URSSAF, vos cotisations à votre caisse de retraite si vous avez une caisse de retraite séparée, les cotisations accident du travail. Donc là, je me permets juste un tips, je vous conseille vivement d'adhérer à la cotisation volontaire accident du travail que vous payez une fois par trimestre en plus à l'URSSAF pour vous assurer pour ce risque. Sont déductibles aussi les cotisations Madelin. Donc, les Madelin, c'est quoi? C'est votre mutuelle, votre prévoyance et les Madelin retraite ou, pour les nouveaux contrats, les PERP. Donc, ça, n'hésitez pas à les passer sur votre BNC, votre compte pro. Et il faut bien obtenir l'attestation de déductibilité annuelle du contrat. Et puis, on vient de le voir, sont déductibles les chèques vacances et les CESU. Donc, que ce soit les Madelin, les chèques vacances et CESU, tout ça est soumis à plafond qui sont révisés chaque année par l'URSSAF. Mais les plafonds sont plutôt élevés, donc normalement, vous avez de quoi quand même cotiser. À l'inverse, vous ne pouvez pas déduire vos prélèvements personnels. Quand vous faites un virement pour votre revenu de votre compte pro vers votre compte perso, ça, ce n'est pas une charge de l'entreprise en BNC. De même, quand vous payez votre impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu est une charge personnelle et pas une charge professionnelle. Les contrats d'assurance vie sont des contrats personnels, donc non déductibles, et les amendes, quelles qu'elles soient, sont non déductibles également. J'ai pas mal de questions, Myriam, parce que tu as évoqué cette cotisation accident du travail. Et en fait, vraisemblablement, vu qu'il y a une vingtaine de c'est quoi, si tu pouvais repasser dessus, je pense que pas mal de nos praticiens ne sont pas au courant de ça. Eh ben, c'est malheureusement peu connu et voilà, moi j'insiste chaque année avec tous les clients que j'accompagne sur ce point. En tant que travailleur indépendant, vous n'avez pas la même couverture que des personnes qui sont salariées. Et il faut savoir que pour les accidents du travail, si vous souhaitez être couvert et bénéficier des mêmes entre guillemets, avantages et indemnisations que si vous aviez un statut salarié, il est nécessaire de souscrire une cotisation complémentaire auprès de l'URSSAF. Et donc, accident du travail, c'est non seulement quand vous êtes en train d'exercer votre profession, par exemple un kiné ou une infirmière, vous vous blessez en manipulant un patient, mais c'est aussi et surtout, et malheureusement, au cabinet, nous, on a des clients qui ont eu le cas, les accidents de trajet sur votre trajet domicile-travail ou, par exemple, des personnes comme les infirmières, vous devez faire beaucoup de kilomètres pro. C'est vrai que… Alors, ce n'est pas une obligation, hein, c'est un choix, mais personnellement, je vous conseille d'adhérer à cette cotisation complémentaire volontaire.
Et on a des questions parce que tu vois, là, tu parlais du coup des accidents de travail, mais aussi, eux, ils me posent des questions par rapport au handicap. Par exemple, quelqu'un qui a des prothèses auditives, est-ce qu'il y a une partie qui est déductible? Bien entendu, sans mes prothèses auditives, je ne peux pas travailler, je ne peux pas entendre mes patients, etc. Et il y a également, dans le même type de questions, Jérémy qui nous mettait que il y avait une réponse ministérielle qui avait été apportée pour tous les gens qui portaient des prothèses dentaires auditives, qui avait une possibilité de dire dans le BNC. Est-ce que c'est toujours valable en 2025? À ma connaissance, oui. Mais c'est comme tu l'as dit dans le début de la question, il faut que ça soit nécessaire pour pouvoir exercer son activité. Ok. Je te laisse continuer. Quelques petits points divers pour terminer. Les impôts. Donc pareil, certains déductibles, d'autres non déductibles, donc vont être déductibles. Alors la CSG qui est incluse dans votre URSSAF, mais sur votre 2035, sur votre caisse fiscale, vous devez la mettre sur une ligne à part, tout simplement parce que c'est un impôt et pas une cotisation sociale, ça ne part pas dans les mêmes budgets après. Et la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, ce que vous payez pour chacun de vos établissements au mois de décembre, à moins que vous n'ayez choisi le prélèvement mensuel. À l'inverse, vous ne déduisez pas dans votre BNC la CSG non déductible et la CRDS incluses dans les prélèvements URSSAF. Alors ça, c'est un petit peu moins évident pour vous, mais sur votre appel de cotisation URSSAF, vous avez une ligne avec un petit astérix dont CSG déductible, non déductible. Et il y a une partie du coup de vos cotisations URSSAF qu'il faut réintégrer fiscalement parce que vous n'avez pas le droit de la déduire. L'impôt sur le revenu, je l'ai dit juste avant. Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Donc, par exemple, si vous avez des revenus fonciers, vous payez 17,20% de prélèvements sociaux. C'est avec l'impôt sur le revenu et ce n'est pas une charge pro, même si c'est relatif à votre loyer pro. C'est personnel en tant que propriétaire que vous la payez. Concernant la taxe foncière, donc votre taxe foncière perso n'est pas déductible, sauf la taxe foncière que vous avez le droit de déduire, c'est celle de votre local pro. Et si votre bail prévoit que la taxe foncière est refacturée, dans ce cas-là, c'est considéré comme une charge locative. Les investissements. On a commencé à aborder le sujet tout à l'heure. Ça va être tous les gros achats. Donc, gros achats, c'est supérieur à 600 € TTC. Et la deuxième condition, c'est que vous utilisez sur une durée supérieure à 1 an. Donc, pour tout ça, ça va être ce qu'on appelle comptablement des immobilisations. Donc, ça peut être le fauteuil du dentiste, la table pour recevoir les patients du kiné, du médecin, de la sage-femme. Donc, ça, ce sont deux exemples d'immobilisation. Donc, on ne les déduit pas l'année de paiement intégralement, mais par contre, vous aurez bien le droit de tout déduire, mais sur la durée d'utilisation prévue. Donc, par exemple, sur du matériel, il y a une tolérance, enfin, une acceptation des impôts sur une durée d'environ 5 ans. Et puis, si c'est plutôt des travaux du cabinet, là, on va aller sur 10 ans d'étalement de cette charge sur vos BNC au fur et à mesure des années. Les médecins, les voilà. Ça y est, nous y sommes. On va tous comprendre de quoi vous parlez depuis le début. Voilà, j'avais prévu d'en parler, mais c'est vrai que dans l'état d'esprit, voilà, je n'ai pas raisonné de la même façon que vous et j'en prends note pour la prochaine fois de voir ça dès le début. Donc, on a plusieurs choses. Sur la gauche, je vous ai mis donc, ce dont on a parlé là sur plusieurs slides, qui est que les médecins conventionnés secteur 1 ont un choix fiscal annuel qui leur est offert entre soit déduire un forfait de 2% de leurs honoraires médicaux bruts. Donc ça, c'est uniquement pour les médecins titulaires. Si vous êtes remplaçant, vous n'avez pas le droit de faire ce forfait. Soit vous déduisez, eh bien, ce qu'on a dit,
les frais réels pour les petits déplacements, missions, réceptions, cadeaux et blanchissage. Donc, c'est un choix. Chaque année, vous pouvez faire un choix différent en fonction de l'année concernée, ce qui est le plus intéressant pour vous. Donc, si vous avez très peu de petits frais listés, il est certain que le 2% a un intérêt parce que vous déduisez 2% de vos recettes sans avoir de sortie de trésorerie en face. Donc, n'hésitez pas à pratiquer cet abattement. En plus de ça, on a deux autres abattements qui peuvent être cumulables. Donc, il y a l'abattement forfaitaire 3% des recettes. Donc, ça va être sur vos honoraires conventionnés. Donc, 3% des recettes conventionnées uniquement. Et l'abattement forfaitaire groupe 3. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est des impôts qui ont intitulé ça comme ça. Majoritairement, il est de 3 050 €. Il y a un petit tableau des impôts. Ça dépend de votre profession et de votre niveau de recette. Mais la plupart du temps, c'est 3 050 € forfaitaires que vous pouvez déduire. Ces deux abattements, 3% et 3 050 €. Les médecins, par le passé, vous ne les appliquiez pas. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu similaire à un cas qu'on a évoqué tout à l'heure. Ce n'était pas cumulable avec la non-majoration du bénéfice. Donc, c'est-à-dire que par le passé, si vous vouliez appliquer le 3% et les 3 050 €, vous deviez avoir votre bénéfice majoré de 25%. Donc, c'était quasiment jamais intéressant. Par contre, depuis une jurisprudence européenne qui est sortie en 2024, si je ne me trompe pas, l'Europe a retoqué les impôts sur ce fonctionnement et a dit que les médecins pouvaient avoir droit à l'abattement de 3% et aux 3 050 € sans pour autant que leur BNC ne soit majoré. C'est pour ça que si vous avez un comptable, vraisemblablement, il vous a proposé en 2024 de faire des rectificatifs de vos BNC des 2 années précédentes pour vous faire bénéficier de ces abattements-là. Et suite à ça, vous avez reçu des avis d'impôt rectificatifs et des remboursements. J'avais une question, parce que tu as parlé des déductions des frais réels des petits déplacements. Qu'est-ce que tu entends par petits déplacements? Eh bien, c'est, par exemple, ce qui est cité, c'est le parc-mètre dans l'agglomération. L'allocation d'un parking aussi, si vous avez une place de parking que vous louez à côté de votre cabinet. Est-ce qu'il y avait une autre question qui est un petit peu qui peut aller là aussi, mais si j'ai besoin d'un informaticien pour une mise à jour de Windows 11, dans la mesure où j'utilise des logiciels pro nécessitant d'être sécurisés, est-ce que ces frais informatiques, là ici de faire appel à un informaticien, est-ce que je peux les déduire? Oui, du moment où vous pouvez expliquer que c'est pour des outils que vous utilisez à titre pro, je ne vois pas pourquoi on ne déduirait pas. Impeccable. Il y a pas mal de questions sur, tu vois, ce que tu as parlé, hein. C'est vrai que cette cotisation accident-travail, la plupart des questions, c'est autour de à peu près combien ça coûte. Certains qui disent qu'ils n'ont pas la facture pile poil de ça, donc en fait, ils n'arrivent pas à le déduire. Alors, certains pensent que c'est couvert par leur prévoyance, d'autres pensent que justement, est-ce que c'est pas quelque chose qui est déjà couvert dans leur propre responsabilité civile? Que dire? La prévoyance ne marche que si le régime obligatoire marche. Donc, si vous n'êtes pas couvert par le régime de base sur l'accident du travail, la prévoyance risque de ne pas marcher. Après, les autres questions. Il y a Claire qui nous dit 72 € par trimestre. Voilà, c'est bien parce que tu vois, je t'ai posé la question et certains répondent. Donc, c'est top. C'est pas fixe pour tout le monde parce que c'est basé sur votre propre. Ouais, c'est ça. Mais il y a un plafond. En fait, je vois 72 et je vois qui dit mieux, je vois 155.
Merci Isabelle et Claire de nous donner les infos. Donc, comme tu dis, en fait, c'est vraiment lié finalement à ce qu'on déclare nous-mêmes. Oui, mais il y a quand même un plafond qui fait que maximum, c'est quelques centaines d'euros par trimestre. Et tu vois, il y a pas mal de questions sur comment est-ce qu'on est obligé de déclarer un accident du travail, Bah là, c'est plus quand l'assurance vous accident arrivez du à travail me coûte. Là, j'ai 86 euros pour Delphine, qui dit mieux, je l'ai dit tout à l'heure, 155. Sandrine, 126. Bon, Oui, j'arrête avec le côté commissaire-priseur parce que non, ça tu sera n'imagines pas en fait, mais entre je 0 fais et juste une quelques toute petite centaines pause, d'euros. Myriam, juste pour que tu saches. Alors, je Oui, ne sais pas exactement à combien je suis de questions. Je fais vraiment mon maximum, sachez-le. J'essaye vraiment de poser toutes les questions, mais vous êtes oui. tellement nombreux et en fait, mon écran fait que de bouger dès que je pose une question. Donc, je tiens à m'excuser pour tous ceux à qui je n'ai pas pu poser la question. Je fais mon maximum. Vas-y, Myriam, je te laisse poursuivre. Les remplaçants. Donc, les remplaçants, ce n'est pas qualifié comme une charge, mais c'est comme une recette négative. C'est en haut de votre liasse 2035, ça vient. Vous avez vos recettes brutes, moins rétrocession versée à des remplaçants qui donnent vos recettes nettes. Et pour pouvoir prendre en compte les versements que vous faites à vos remplaçants, ben, il faut bien que vous ayez signé un contrat avec votre remplaçant. Il faut qu'il vous ait fait une facture. Et ça, c'est pas souvent le cas. Et je vous incite vraiment maintenant à systématiquement demander une facture à votre remplaçant. Facture sur laquelle il va indiquer son SIRET. 2 intérêts. Si vous avez un contrôle des impôts, ben, vous avez le justificatif nécessaire pour pouvoir faire cette déduction de vos recettes. Et deuxième point, bah, ça vous permet quand même, et ce qui est censé être votre rôle, de vous assurer que votre remplaçant, il a bien une existence à la fois fiscale et au niveau de l'assurance maladie. Alors au niveau de l'assurance maladie, en général, ça ne pose pas souci, les personnes ont bien un numéro. Par contre, au niveau fiscal, s'assurer que la personne ait un SIRET et se soit déclarée aux impôts, c'est quand même eh bien, indispensable. Donc, ça peut arriver. J'ai déjà vu des cas voilà, de remplaçants qui ne s'étaient pas déclarés. Donc, c'est toujours embêtant vis-à-vis de votre qui est responsable s'il y a quoi que ce soit. Là, tu évoquais le CFE et j'ai Gaïdi qui pose la question. La CFE payée en décembre correspond-elle à l'année en cours? Parce qu'elle a quitté son cabinet médical fin avril. Est-ce que je dois payer l'intégralité de la CFE pour l'année? La CFE est due au titre de l'adresse dans laquelle vous exerciez votre activité professionnelle au 1er janvier. C'est un peu comme la taxe foncière à titre perso. On paye pour là où on est au 1er janvier. Donc, c'est normal. L'année prochaine, vous paierez pour votre nouvel endroit. Et on a une autre question par rapport à la CFE. Il y en avait pas mal là-dessus. Certains disent qu'ils la payent que depuis qu'ils ont fait des remplacements. Est-ce que toi, tu vois un lien ou comme tu disais, en fait, c'est un peu notre taxe foncière à nous, Alors, la CFE, elle est due par toute personne ayant une activité économique au 1er janvier de l'année. Donc, Oui, par donc, exemple, vous sortez de l'école en juin, vous commencez à travailler en juillet. Pour 2025, vous n'avez pas de CFE. Par contre, en 2026, comme vous aurez une activité économique au 1er janvier, vous en devrez une. ok, c'est clair. Merci. Les frais de SCM, si vous êtes concerné, donc je rappelle brièvement le fonctionnement. La SCM paye ses dépenses avec son propre compte. La SCM fait son propre bilan. Les différents associés de la SCM apportent de la trésorerie, donc il y a un virement de votre compte BNC vers le compte de la SCM, et la SCM vous refacture aux différents associés les charges à l'euro. Donc, les charges de la SCM sont déductibles dans le BNC. Et là, j'ai bien mis une condition, si l'associé a bien fait des apports supérieurs ou égaux à sa part de charge. C'est-à-dire que, je rappelle le principe de base du BNC, on peut déduire les dépenses payées. Si vous n'avez pas fait des apports à la SCM, vous n'avez pas payé la dépense. Donc, vous ne pouvez pas déduire la charge. Voilà, c'est un point auquel les personnes ne pensent pas toujours. Donc, voilà, je me permettais de le rappeler. Il est important que chaque associé ait équitablement
paie les charges de l'ASM et qu'il n'y ait pas de distorsion entre votre proportion dans les charges et vos apports. Et puis, je n'ai pas prévu de slide là-dessus, mais pour terminer quand même dans les avantages fiscaux, mais ça, en général, vous êtes quand même bien au courant. Il y a des exonérations fiscales du fait de certains zonages déterminés par les impôts, mais en général, si vous faites partie d'une zone fiscale, je pense que vous le savez parce que ça a été des arguments pour vous faire venir à l'endroit concerné. Donc, il ne faut juste pas oublier de porter cette exonération à la fin de votre 2035. Donc, on a vu toutes les règles pour optimiser, c'est-à-dire essayer de minimiser son BNC si notre objectif est de baisser à la fois ses impôts et ses charges sociales. Alors, je rappelle juste que pour les charges sociales, par exemple pour la retraite, vos droits seront proportionnels à vos cotisations. Hein. Donc, minorer ses cotisations, c'est potentiellement, ça peut avoir un impact sur minorer ses droits futurs. La question qui pourrait se poser, c'est aussi, est-ce que le BNC est bien la structure juridique la plus adaptée à votre situation en termes d'optimisation fiscale? Donc, les inconvénients du BNC, c'est que vous payez de l'impôt et des charges sur un montant de bénéfice que vous ne percevez pas toujours, notamment en cas d'endettement. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans les échéances de prêt, vous avez une partie capital, une partie intérêt. Donc, seuls les intérêts sont déductibles, c'est-à-dire que vous allez déclarer en revenu imposable une somme que vous n'allez pas pouvoir vous percevoir parce qu'elle est partie à la banque pour rembourser la partie échéance du prêt. Et l'autre inconvénient majeur du BNC, c'est un effet yo-yo du bénéfice en régime recettes-dépenses parce que vous avez des régularisations surtout de charges sociales. Voilà, si vous commencez, si vous créez votre activité, vous payez très peu de charges URSSAF. L'année d'après, vous avez des régules importantes, donc vous avez un petit BNC et on se retrouve avec des effets comme ça. Donc, après, si vous avez recours à un comptable, on est là aussi pour vous accompagner et essayer de faire en sorte de minorer au maximum ces régularisations et du coup cet effet yo-yo et ces difficultés de trésorerie que vous pouvez rencontrer. Si vous n'êtes pas en BNC, qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous pourriez éventuellement passer en société. Le plus courant, c'est la CELARL. Donc, vous payez de l'impôt sur le revenu et des charges sur le salaire déclaré et donc pas sur le bénéfice de l'entreprise. Potentiellement sur des dividendes aussi, mais on peut optimiser l'impôt sur le revenu entre salaire et dividendes. La société, ça permet, dans des cas où vous voulez travailler à plusieurs, ça peut être un choix aussi vis-à-vis de ce critère-là. Mais ça n'empêche qu'on peut faire une société même tout seul, ça s'appelle des sociétés unipersonnelles. Myriam, j'avais quelques questions pour les CFE. Les sages-femmes, est-ce qu'elles sont soumises au CFE? C'est un avantage des sages-femmes et une exonération. C'est une des exceptions. Donc, pour te répondre, Claire, non, tu ne te trompes pas. Et comment calculer la CFE de remplaçant quand on est sur plusieurs communes? Alors, en tant que remplaçant, voilà, c'est un peu lié à l'endroit où on est rattaché. Oui, mais quand on est remplaçant, notre adresse officielle, c'est notre domicile. Donc, souvent, on déclare juste un bureau à notre domicile et vous payez la cotisation minimum pour votre domicile. Claudine, tu as la réponse à ta question. J'insiste sur déclarer un bureau et pas déclarer la maison entière. Sinon, vous allez payer sur la maison. Ce serait quand même embêtant. Il y a beaucoup de personnes qui posent la question du 3%. Alors, certains disent que le PLFSS prévoit bientôt son annulation en 2026 et certains n'ont pas compris l'abattement forfaitaire du 3% et si c'était cumulable, c'est-à-dire le forfait de 2%, les 3% et les 3 050 € dont tu parlais. Les trois sont cumulables. Après, l'annulation avec le prochain projet de loi de finances, ça,
Je ne peux pas me prononcer tout pendant que la loi de finances n'est pas sortie. Effectivement, C'est les ça. impôts cherchent des sous. Et effectivement, ça les a embêtés que l'année dernière, on fasse des rectificatives et qu'on redemande des remboursements d'impôts parce que finalement, on avait le droit à tout. Donc, ça peut Ils être vont un moyen chercher. de retrouver ou de ne pas perdre, si on peut dire. Et Il y a des donc, questions sur la CELARL, parce que comme tu es sûr de ça, peut-on faire une CELARL si on est en SCM et que les associés sont, eux, en BNC? tout à fait. Une CELARL, elle peut avoir, une SCM peut avoir des associés à la fois BNC, à la fois CELARL. Ça a juste un impact, alors pour le comptable de la SCM qui devra déterminer le résultat fiscal à la fois en BNC, à la fois en régime IS, mais il n'y a pas de difficulté pour quand on est associé. Chacun peut choisir sa structure fiscale. Et il y a Delphine qui nous dit, bon, si elle a bien compris, elle est podo, elle peut créer une CELARL et être son propre salarié, par exemple. Est-ce que ce n'est pas des Alors, avantages sociaux plus intéressants ou... non, en CELARL, vous serez gérante. Et donc, ce sera. Alors, il y a eu une réforme des CELARL l'année dernière. Et le revenu technique, donc qui est le revenu majoritaire de dirigeant de CELARL, est devenu depuis l'année dernière du BNC. Avant, c'était du salaire, maintenant, c'est du BNC. Et donc, si vous voulez un statut salarié, ça sera plutôt la CELAS, mais sur une partie très faible du revenu. Et je pense, au global, du coup, ça perd de son intérêt. Après, c'est à étudier au cas par cas, vraiment, parce que ça dépend de la situation de chacun, en fait, entre votre taux marginal d'impôt, votre situation vis-à-vis de potentielles difficultés de prévoyance. Il y a pas mal de choses qui peuvent avoir un impact et du coup, c'est une étude au cas par cas. Donc, d'où mon dernier slide qui est que chaque situation professionnelle comme personnelle est particulière et dans ce cas-là, n'hésitez pas à solliciter un comptable pour avoir une étude vraiment détaillée qui vous concerne vous et puis un accompagnement spécifique au régime que vous aurez choisi. Donc voilà, je me tiens à votre disposition aussi pour ça prochainement si besoin. Alors, à savoir, Myriam, que tu as eu énormément de questions. Je pense qu'on peut Oui. tous la remercier parce que il est 22h20 et qu'elle n'a pas arrêté d'être à la fois dans son topo, dans toutes mes interventions. Et encore une fois, je m'excuse auprès de vous si je n'ai pas pu poser votre question. C'est que vraiment, vous avez fait péter tous les scores. Je ne sais pas exactement combien de questions j'ai eues, mais je t'avoue, Myriam, que c'est extrêmement difficile de filtrer et de répondre à tout le monde. Surtout, ne soyez pas frustrés. Si jamais il y a quoi que ce soit, Myriam a laissé son contact, donc vous pouvez lui poser des questions, bien entendu. Il est temps pour moi de te remercier très, très, très chaleureusement, Myriam. Tu peux éponger cette petite goutte de sueur sur ton front. Vraiment, c'était top. Certains ont dû nous quitter et au fur et à mesure t'ont remercié. Donc, c'est chouette de voir aussi cette interactivité de ce côté-là. Certains sont arrivés un petit peu en cours ou ont dû partir plus tôt. Sachez que de toute façon, d'ici la fin de semaine prochaine, vous recevrez le lien pour le replay de ce webinaire. Il y aura également la possibilité, c'était le dernier de l'année, donc ça fait toujours chaud au cœur de se dire « Ah, c'est le dernier de l'année des webinaires », mais vous inquiétez pas, donnez-nous toutes vos idées pour les prochains webinaires. On sera ravis d'y répondre. Avec Myriam, en plus, on a envie de vous proposer certainement d'autres webinaires sur la fiscalité. J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions sur tout ce qui est immobilier, donc je pense qu'il serait intéressant qu'on puisse vous proposer quelque chose. Ouais, Et parce c'est que là, j'ai filtré parce que c'est vrai que c'était pas trop la thématique au niveau des charges, mais il y a énormément de questions là-dessus. Donc, ne soyez pas frustrés. On va travailler avec Myriam sur une prochaine thématique qui pourra, est-ce que je dois acheter mes murs en mon nom propre? Est-ce que je dois monter une SCI? Est-ce que je dois être en SM? On a vu tout ça, c'est quand même assez, c'est nébuleux pour nous, hein. En tout cas, aujourd'hui, la déduction des charges est beaucoup plus claire grâce à toi, Myriam. Je vous remercie chaleureusement. Est-ce que tu voulais me dire un petit mot de femme, Myriam? Comment tu te sens?
Bien, bah c'est vrai que c'est intense et j'espère que derrière les écrans, j'ai été accessible, claire mais j'ai essayé d'être concrète et pratique. Voilà ce qui me semblait, bah voilà, que vous ayez des réponses pour vos usages quotidiens. Après, la fiscalité BNC, c'est un vaste sujet. Enfin, en interne, quand je forme des nouveaux collègues, j'y passe 7 heures. Alors, Je, je pourrais. je suis en train de me dire qu'en fait, on va faire un tome 2 et un tome 3, Myriam. Il y a matière. En tout Et cas, c'était un l'investissement plaisir. immobilier. Oui, j'allais dire juste Vas-y. l'investissement immobilier, vous avez raison, c'est une bonne question à vous poser et je vous encourage à le faire. Ben, pour vos revenus ultérieurs, c'est voilà, vous capitalisez pour votre retraite ou pour vos d'autres projets. Donc, faites-le si vous avez l'occasion. Beaucoup se posent la question justement de savoir est-ce que ça vaut le coup que j'investisse dans un cabinet médical ou non? Est-ce que je dois avoir mes murs propres? Enfin, je pense qu'on a matière. Donc, je vous donne Oui, rendez-vous très vite. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée à tous, chaleureusement. Merci Myriam. J'ai une grande pensée parce que vous ne les voyez pas, mais moi je sais qu'ils sont derrière, qui nous écoutent. Pour Hervé et Marina qui nous soutiennent et qui sont toute cette voilà, tout ce côté technique, vous ne le voyez pas, c'est eux qui sont derrière. J'ai une pensée aussi chaleureuse pour tous mes collègues qui ne sont pas là. On est une petite trentaine, mais on vous aime tous très fort. Grosse pensée à vous, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. merci à tous. Au revoir.